prochain orateur est Agnès Rottigre, qui va nous présenter un nouveau regard sur la physiopathologie liée au déficit en frataxine mitochondriale. Merci Guy, merci aux organisateurs de ce congrès de m'avoir permis de présenter ces résultats et merci à toute l'équipe d'Angers de nous accueillir dans ces magnifiques locaux. Alors je vais vous parler de mitochondrie, de maladie mitochondriale, et vous allez voir qu'en fait le déficit il sort de la mitochondrie quelquefois. Donc je vais vous parler d'ataxie de Friedreich. Alors vous savez tous ce que c'est que l'ataxie de Friedreich, que le gène code pour EVIXN code pour la frataxine, et que la frataxine est une protéine donc mitochondriale impliquée dans les premières étapes de la synthèse des centres fer-soufre. Donc il y a eu beaucoup de travaux sur l'ataxie de Friedreich, la thérapie génique maintenant, mais avant l'homéostasie du fer, et il était connu depuis assez longtemps que le fer s'accumulait dans la mitochondrie. Et avant de vous expliquer tout ça, je vous rappelle que les centres fer-soufre, ils sont synthétisés donc dans la mitochondrie et ils vont être intégrés à différentes protéines mitochondriales, en particulier des protéines de la chaîne respiratoire, mais une partie d'entre eux vont sortir de la mitochondrie et être intégrés à de très nombreuses autres protéines dans le cytosol, dans la mitochondrie. Ça va être par exemple une aconitase, des enzymes et des protéines de réplication d'ADN, etc., etc. Et donc, ce qui a été central dans l'étude du Friedreich, c'est les focalisations qu'il y a eu sur l'homéostasie du fer. Il a été montré depuis très longtemps, d'abord chez la levure, puis dans des modèles cellulaires, qu'il y avait une accumulation intramitochondriale du fer aux dépens du cytosol. Donc on a regardé dans les fibroblastes Friedreich ce qui se passait et effectivement, on voit dans ces 5 fibroblastes, ici en noir, on voit une accumulation de fer dans la mitochondrie. Mais on a aussi dosé dans le cytosol et vous voyez ici que dans le cytosol, il y a aussi une accumulation de fer, contrairement à tout ce qui était dit avant. Donc cette maladie, au moins dans les fibroblastes, est caractérisée par une accumulation mitochondriale et cytosolique de fer. Le fer, il rentre dans la cellule par différents mécanismes. Le plus connu, c'est en étant lié à la transférine, qui va se lier au récepteur à la transférine. Et là, on parle du transférine bond iron ou TBI. La transférine, elle rentre après endocytose. Elle va relarguer le fer dans le cytosol et puis elle va retourner à la membrane pour être recyclée et refaire rentrer ensuite du fer. On a aussi des transporteurs de fer non liés à la transférine, NTBI, pour non-transferrin bond iron. Il y en a plusieurs, ils ne sont pas très bien connus et leur régulation n'est pas très bien connue non plus. Et enfin, le fer, il va sortir de la cellule par la ferroportine. Alors, on a regardé comment les fibroblastes de Friedreich faisaient avec le fer. On les a fait pousser dans des milieux riches en fer, que ce soit du fer apporté par la transférine ou du fer non lié à la transférine. Alors, vous voyez que les fibroblastes de contrôle, dans les deux cas, augmentent un petit peu le fer quand on les cultive en présence de quantités importantes de fer, mais de façon relativement mesurée. Ils vont augmenter de 2 à 2,5 fois ou 3 fois, suivant le type de fer qu'on leur donne. En revanche, les fibroblastes de Friedreich, ils vont augmenter de 14-15 fois leur contenu en fer. Ce qui montre que ces cellules sont incapables de réguler l'entrée du fer, qu'il soit lié ou non à la transférine. Et donc, ça va conduire à une surcharge majeure en fer. Le fer, l'homéostasie du fer, elle est régulée essentiellement au niveau post-transcriptionnel par un système assez efficace de Iron Regulatory Proteins, IRP, il y en a deux, IRP1 et IRP2, qui vont se lier aux IRE, c'est Iron Responsive Element, situés en 5' ou 3', non codant de transcrits de protéines impliquées dans l'homéostasie du fer. En milieu faible en fer, les IRP se lient sur les IRE du récepteur à la transférine en 3' et veulent donc le protéger de la dégradation par l'aérénase, ce qui va permettre de faire du récepteur à la transférine pour faire entrer du fer.
Et inversement, en se fixant en 5' du transcrit de la ferritine, ils vont empêcher sa traduction et limiter donc le stockage du fer. Et la même chose se passe pour la ferroportine, qui va être en quelque sorte éteinte en milieu pauvre en fer. En revanche, quand on passe dans un milieu riche en fer, IRP1 est transformé en aconitase et IRP2 est pris en charge par FBXL5, qui est une protéine qui va reconnaître qu'il y a un senseur du fer et qui va l'emmener au protéasome. On n'a donc plus d'IRP sur les IRE, on a donc une diminution du transcrit TFR1 qui va limiter l'entrée du fer et une augmentation de la ferritine et de la ferroportine pour augmenter son stockage et son export. Alors, on a regardé comment marchait cette régulation post-transcriptionnelle dans les fibroblastes Friedreich et on a comparé ce transcrit TFR1 en milieu pauvre ou en milieu riche en fer. On voit que chez les contrôles et chez les patients, on a à peu près le même profil, ce qui a l'air de nous montrer que la régulation post-transcriptionnelle marche bien. Sauf que, petit détail, ces cellules de Friedreich sont bourrées de fer. On devrait donc diminuer de façon monstrueuse le transcrit à transférine, ce qui n'est pas le cas. Donc on a un problème ici de régulation post-transcriptionnelle. On a donc regardé l'activité de liaison des IRP aux IRE et on voit qu'on a toujours une augmentation de l'activité de liaison de IRP2 aux IRE. Alors ça n'a absolument rien de nouveau, mais c'était considéré depuis très longtemps comme une conséquence, c'était interprété comme une conséquence d'une déplétion cytosolique en fer. Sauf que personne n'avait mesuré le contenu de fer dans le cytosol. Et nous, on voit qu'on a beaucoup trop de fer dans le cytosol, ce qui veut dire que cette explication est complètement fausse et que donc c'est le déficit en frataxine qui induit une augmentation de l'activité de liaison de IRP2 à IRE. Et ceci, on fait l'hypothèse que c'est dû au fait que FBXL5, qui est la protéine qui va emmener IRP2 au protéasome, est une protéine à centre fer-soufre. Du coup, sa liaison, dans le cas d'un déficit en synthèse des centres fer-soufre, sa liaison à IRP2 ne va pas bien se faire et on aura donc une diminution de IRP2 pris en charge par FBXL5 et en revanche une augmentation de l'activité de liaison de IRP2 à IRE. Donc ça, c'est la conséquence au niveau post-traductionnel du déficit en frataxine. Qu'en est-il maintenant au niveau protéique? Hop, on continue. Alors, vous n'avez pas tout regardé, c'est un petit peu compliqué cette diapositive. Je vous rappelle juste que dans un milieu riche en fer chez des contrôles, on doit avoir une diminution des IRP, c'est ce qu'on voit ici. IRP1 va baisser quand on est dans un milieu riche en fer. On va avoir une diminution du TFR chez le contrôle, on le voit très très bien ici, on diminue vraiment franchement le TFR, on va évidemment augmenter la ferritine pour stocker le fer et on va augmenter la ferroportine pour le faire sortir. Dans les fibro-Friedreich, on voit qu'en milieu riche en fer, on diminue l'IRP, en l'occurrence IRP2 comme on s'y attend, on augmente la ferritine, mais en revanche, on ne diminue pas le récepteur à la transférine, au contraire, on l'augmente. Donc on a vraiment un gros problème, alors que je vous rappelle, ces cellules sont bourrées de fer. Donc on a, en plus de la dérégulation post-transcriptionnelle, quelque chose qui se passe aussi au niveau protéique. Alors il y a une modification du récepteur à la transférine qui a été décrite il y a assez longtemps, qui est une modification post-traductionnelle par palmitoylation, par ajout de résidus palmitoyles sur 2 cystéines très bien identifiées. Et les palmitoylations, c'est des mécanismes extrêmement rapides et efficaces qui vont jouer sur la mobilité des protéines, leur attachement à des membranes, les liaisons entre protéines et surtout le trafic intracellulaire de ces protéines. On a regardé donc la palmitoylation du récepteur à la transférine dans les fibro-Friedreich et vous voyez, on a un défaut majeur de palmitoylation, mais qui n'est pas spécifique au TFR, puisqu'on l'observe aussi pour au moins 2 transporteurs du fer NTBI, qui sont DMT1 et ZIP14. On connaît une molécule, l'artésunate, qui est un médicament, un antimalarien extrêmement connu depuis très longtemps,
qui, en plus de son effet antimalaria, joue sur la palmitoylation et induit la palmitoylation du TFR. On l'a donc testé dans nos fibroblastes et on voit qu'il va augmenter la palmitoylation du TFR et aussi la palmitoylation de DMT1 et de ZIP14, bien que je n'ai pas d'image. Donc cette molécule devient évidemment une molécule candidate pour l'ataxie de Friedreich. D'autant plus que cet artésunate va réduire le contenu en fer de façon très très drastique qui viennent du fer TBI ou NTBI dans les fibroblastes Friedreich. Alors maintenant, la question est de comprendre comment un défaut en frataxine, qui est une protéine intramitochondriale, va aller modifier la palmitoylation de protéines qui sont à la membrane cellulaire. Ce n'est pas du tout évident. Si on reprend les différentes protéines à centre fer-soufre, il y en a une dans la mitochondrie qui nous intéresse, c'est la lipoïque acide synthase, qui est une protéine à centre fer-soufre, donc qui va synthétiser l'acide lipoïque, qui va servir à lipoyler différentes protéines mitochondriales, dont la pyruvate déshydrogénase, et donc participer à la synthèse de l'acétyl-CoA. Si la PDH n'est pas bien lipoylée, on diminue la synthèse d'acétyl-CoA. Donc, on a dosé dans les fibroblastes Friedreich le contenu en coenzyme A, qui est diminué de 50, 60, 70% suivant les patients. Et pour montrer qu'on avait vraiment un lien avec le défaut en frataxine, on a traité ces fibroblastes par du dichloroacétate qui va activer la PDH et on voit qu'on remonte le contenu du CoA à peu près comme chez les contrôles. Donc on a a priori vraiment un lien entre frataxine, déficit en frataxine et pool de CoA. Et ce CoA, l'acétyl-CoA qui est là, c'est le précurseur de palmitoyl-CoA qui va aller palmitoyler différentes protéines, dont le TFR. Et quand on traite les fibroblastes par de l'artésunate, on augmente la palmitoylation du TFR, par le CoA par exemple, excusez-moi. Quand on traite les fibroblastes par du CoA, on augmente la palmitoylation du TFR. De même, quand on les traite par du dichloroacétate, on remonte la palmitoylation du TFR. Et enfin, ces deux molécules vont aussi diminuer le contenu en fer. Vous voyez le traitement de ces fibroblastes ici poussés dans un milieu riche en fer, donc ils sont bourrés de fer. On les traite par le coenzyme A, on diminue. On les traite par le dichloroacétate, on diminue aussi. Donc on a deux nouvelles molécules qui pourraient être des candidates pour l'ataxie de Friedreich pour diminuer le contenu en fer, éventuellement jouer sur d'autres fonctions. Alors, en conclusion de tout ça, j'ai récapitulé sur un schéma tout ce qui se passe. Le déficit en frataxine va conduire à un déficit de protéines à centre fer-soufre, entre autres FBXL5, le senseur du fer qui emmène IRP2 au protéasome. Ceci va donc conduire à des dérégulations au niveau post-transcriptionnel, ils sont ici en bleu, ce qui va conduire à augmenter le transcrit TFR au lieu de le diminuer et va augmenter la protéine transférine réceptor qui va être à la membrane, qui va s'accumuler, et ceci va conduire à faire entrer du fer de façon anormale. On devrait aussi diminuer la traduction de la ferritine. C'est très difficile à voir parce qu'on a à la fois augmentation et diminution en même temps, donc on n'arrive pas à faire la part des choses. En revanche, on a vu, je peux vous montrer, qu'on a une diminution de la traduction de la ferroportine qui va conduire à une diminution de la protéine et donc de la sortie du fer, ce qui va contribuer encore une fois à l'accumulation de fer dans la cellule. D'un autre côté, la lipoïque acide synthase, autre protéine à centre fer-soufre, va être déficitaire, ce qui va conduire à une diminution de synthèse du palmitoyl-CoA, à une diminution de la palmitoylation du récepteur à la transférine, qui a donc, du coup une deuxième raison d'être en quantité trop importante à la membrane et donc va concourir encore à faire entrer du fer, mais également un défaut de palmitoylation de deux transporteurs NTBI, ce qui là aussi va nous faire entrer du fer. Enfin, je n'ai pas eu le temps de vous en parler, mais on a aussi observé dans les fibroblastes de Friedreich un retard de recyclage de l'endosome. Et quand on sait que ça va aussi concourir à faire rentrer du fer, puisque le fer est relargué au cours du recyclage du récepteur à la transférine. Et quand on sait que de très nombreuses protéines de l'endosome sont palmitoylées, il y a de fortes chances
que ce retard de recyclage soit aussi dû à un problème de palmitolation insuffisante de plusieurs protéines, ce qui va nous faire encore plus entrer du fer. Donc en fait, on est dans un système où toutes les portes pour faire entrer du fer sont grandes ouvertes et n'arrivent pas à se fermer, alors que la cellule est bourrée de fer, et toutes les portes pour faire sortir le fer sont fermées et n'arrivent pas à s'ouvrir. Et je vous rappelle que l'ataxie de Friedreich, le déficit en frataxine va faire un déficit de ces quelques protéines, mais aussi de la chaîne respiratoire, de la conitase cytosolique, de la conitase mitochondriale et de toute une flopée d'autres protéines impliquées dans plein de fonctions différentes, ce qui vous donne une petite idée de la complexité pour arriver à comprendre cette maladie et pour arriver à trouver des pistes thérapeutiques pour l'enrayer. Et enfin, avant de finir, je voudrais conclure en vous disant que les fibroblastes Friedreich montrent une surcharge en fer cytosolique et mitochondrial, mais ce n'est pas limité aux fibroblastes, on a aussi pu voir ça dans les lymphocytes, qu'on a donc des conséquences extramitochondriales et vraiment très en dehors de la mitochondrie d'un défaut en frataxine, avec des anomalies de régulation post-transcriptionnelle et post-traductionnelle qui conduisent, entre autres, je pense, à une accumulation de fer, que la palmitoylation du TFR1, des transporteurs TBI, mais sûrement d'autres protéines, devient donc une piste stratégique pour le Friedreich, avec en particulier 3 molécules, mais peut-être d'autres, artésunate, CoA et DCA. Et enfin, avant de finir, je voudrais remercier en particulier 2 étudiants extrêmement talentueux qui ont participé à ce travail, Floriane Petit, Anthony Drécourt, et différentes autres personnes de l'hôpital Necker, d'Imagine, et vous avez ici la liste des fundings qu'on a obtenus, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Agnès pour cette belle démonstration. Est-ce qu'il y a des questions à la salle? Oui. C'est super. Vu la quantité de fer qui augmente dans la cellule, je me pose forcément la question de la ferroptose. Et je me demandais si vous avez regardé qu'est-ce qui se passe avec la mort cellulaire, soit chez les patients atteints ou même dans les fibros de patients. Alors, on n'a pas regardé. C'est sûr que l'accumulation de fer déjà fait un stress oxydant, ça on l'a vu. Au moins dans la mitochondrie, on n'a pas été voir ailleurs. Il y a de fortes chances aussi qu'il y ait une anomalie de la ferroptose parce que c'est quelque chose qui doit arriver, mais on n'a pas eu le temps de regarder. Une petite question ici. Ah. Oui, je vois. Oui, merci. Alors, en fait, vous avez montré 2 effets qui augmentent finalement le récepteur et qui fait entrer justement le fer. Et par contre, quand vous corrigez uniquement la palmitoylation, vous arrivez finalement à réduire, à revenir au stade presque équivalent au contrôle. Et comment ça se fait que le deuxième finalement n'arrive pas à faire entrer toujours? Le deuxième, c'est quoi? C'était la post-transcription. Transcriptionnelle. Oui. Alors, on n'a pas joué encore sur la régulation post-transcriptionnelle du TFR. On a juste utilisé l'artésunate qui joue a priori sur la régulation post-traductionnelle. Donc, il va diminuer la quantité de TFR à la membrane, qui va aussi remettre en marche le recyclage de l'endosome. Mais il y aura toujours... si on joue sur l'artésunate seulement, on aura quand même toujours plus de fer par un déficit de régulation post-traductionnelle. Donc c'est sûr que l'artésunate et ses molécules vont peut-être améliorer, mais ne vont pas totalement guérir ou remettre à zéro ce mécanisme. Merci. Oui, merci beaucoup pour cette très belle présentation. Moi j'ai juste une question. Vous avez parlé du fer, mais qu'en est-il du pool de soufre ? Est-ce qu'il est augmenté aussi ou est-ce que c'est uniquement le fer non lié qui est augmenté? Et est-ce que vous avez une idée ou est-ce que ça serait modifié? Vous faites référence au centre fer-soufre, en fait. Pardon? Vous faites référence au centre fer-soufre. Oui. Oui, alors en fait, je ne suis pas convaincue que le défaut de synthèse centre fer-soufre conduise par lui-même à une grosse accumulation de fer et donc de soufre. Je pense que c'est vraiment les dérégulations post-transcriptionnelles et post-traductionnelles qui sont majeures pour arriver à l'accumulation de fer dans la mitochondrie au moins, et dans le cytosol aussi. J'ai une toute petite question, Agnès, s'il te plaît, je suis à côté de toi.
peut-être que j'ai raté l'information, mais qu'en est-il du transport du fer entre le cytoplasme et la mitochondrie? Et est-ce qu'en situation physiologique, il y a une différence de concentration importante entre le fer mitochondriel et le fer cytoplasmique? Physiologique, tu parles en général? Temps normal. On a regardé dans les fibroblastes contrôle le contenu en fer cytosolique et mitochondrial, mais on n'a pas d'autres références. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est la même concentration? Non, il y a beaucoup. Enfin, le cytosol est beaucoup plus grand déjà, donc il y a beaucoup plus de fer en quantité. Après, il faut arriver à rapporter quelque chose qu'on puisse comparer. Ça c'est difficile. Et le transport du fer au travers? Et je sais pas. D'accord. Bien, merci beaucoup Agnès. Merci.